signifiant presque provocateur, à l'heure où tout semble devoir être comblé, visible, défini, le rien dans notre époque actuelle, saturé d'images, fait horreur. Il évoque le vide, l'absence, le manque, le défaut. Mais pour la psychanalyse, le rien, le manque, ne va pas à l'encontre de l'être. Il en est sa condition. C'est à partir du rien que quelque chose peut advenir. C'est à partir du rien que l'être peut construire, et c'est à partir du rien que le féminin précisément peut se penser. En psychanalyse, il désigne une expérience structurale, celle du manque constitutif de l'être. C'est à partir de ce rien que l'être peut désirer, dire et construire. Et c'est à partir de ce rien que le féminin peut se penser non pas comme une identité ou une qualité, mais comme position subjective de l'être, qu'il soit de sexe masculin ou féminin, face au réel du manque. Je partirai donc d'une distinction essentielle. Le féminin n'est pas la féminité. La féminité appartient à l'ordre du semblant, du paraître, du social. Le féminin relève d'un autre registre, celui du rapport du sujet au réel de son incomplétude. Et cette distinction féminin-féminité me fait associer à la figure du travesti, loin d'être une simple imitation de la femme, mettant en scène de façon exemplaire la mascarade de la féminité. Alors, voici ce qu'une promenade du côté étymologique nous enseigne de précieux, je trouve, sur le mot femme, qui nous vient du grec pluomai, j'espère que je le prononce correctement. Donc, ce qui signifie ce qui naît, puis du latin femina, au sens de l'être au féminin, ou foemina, qui dérive de fetare, fœtus, car comme il est dit au XIXe siècle, sa destination naturelle est d'engendrer. N'entendons pas ici que la finalité de la femme, bien sûr, est de mettre un enfant au monde. Entendons cela plutôt de manière poétique, dans le sens de créer, de faire naître, de produire, ou encore d'opérer. Cette racine donnera le grec péo, qui a le sens du souffle, origine de la vie. Son équivalent est la racine indo-européenne antérieure, signifiant croître, être, et justement, en parlant d'origine de la vie, faisant aussi référence à la naissance, Fernando de Amorim qualifie régulièrement la sortie d'une psychanalyse comme une seconde naissance, la naissance du sujet, c'est-à-dire celui qui occupe une position féminine à la sortie de sa psychanalyse et ainsi qui est prêt à construire, donc je le cite, prêt à construire sa responsabilité de conduire aussi sa destinée. La psychanalyse depuis Sigmund Freud s'oppose à toute conception essentialiste du féminin. Elle ne cherche pas à définir ce que serait la femme dans son essence, mais à saisir comment un être féminin se positionne dans et par le langage, son désir et son rapport au manque. Chez Freud, le féminin ne renvoie pas à une nature, mais à une énigme. Dans sa formule « Que veut une femme ?», il reconnaît lui-même l'impossibilité de réduire le féminin à un savoir totalisable. Cette phrase souligne un point aveugle dans la position féminine, un point qui échappe en posant le phallus comme référent unique pour les deux sexes. Freud se retrouve confronté à cette question. Comment la fille devient-elle femme ? Pour lui, la fin de la cure bute sur le pénisneide chez la femme et sur la résistance à la position passive chez l'homme. Le phallus structure la différence, mais ne dit rien du féminin lui-même. Freud décrit la sexualité féminine comme un cheminement fait de déplacements et d'investissements d'objets et de pertes. De l'investissement originaire de la mère à la découverte du manque, la castration, puis à la réorientation vers le père. Toutefois, il reconnaît que ce schéma ne répond pas à la question du féminin et qu'une part demeure hors sens, irreprésentable. Pour lui, il n'est pas possible de dire ce qu'est le féminin, mais seulement de quelle manière il se forme.
De cette aporie freudienne, Jacques Lacan propose dans son séminaire une écriture du féminin sous la forme du patou, car si pour Freud, la logique s'organise autour de l'avoir ou de ne pas l'avoir, le phallus, et que par extension, le féminin n'a pas de place dans cette logique du tout phallique, Lacan introduit une nouvelle lecture. L'être de sexe masculin est du côté du tout phallique et l'être de sexe féminin est du côté du patou phallique. Donc je cite Lacan, « Il n'y a pas la femme avec un grand L, la femme n'existe pas. Il n'y a que des femmes, une par une, qui ne sont pas toutes. » Fin de citation. Ce patou n'est pas une déficience, mais une autre modalité du rapport au manque. Fernando de Amorim propose une lecture de la position féminine à partir de l'objet-rien. Je le cite. Ce qui justifie la position de sujet, c'est son rapport avec l'objet-rien. Dans la position de psychanalysant, l'être s'appuie sur l'objet petit a. Quand il sort de psychanalyse, il est dans la position de sujet, confronté à l'objet-rien, puisque l'objet petit a est définitivement perdu pour lui. Il le sait véritablement maintenant et il porte ce savoir. Dans la position de sujet, il va commencer à avancer au quotidien, à construire sa responsabilité de conduire aussi sa destinée, appuyé sur rien. L'être dans la position de sujet sait qu'il n'y a plus rien pour le tenir, plus de papa, plus de maman, plus d'autres. Il ne compte plus avec personne, il ne compte qu'avec son désir. C'est ce qui le rendra véritablement humain. Fin de citation. Car au début de son entrée dans le monde, l'être se trouvait confronté à un rien indicible. Il peut désormais, depuis la position de sujet, envelopper ce rien dans le fil du symbolique, lui conférant ainsi le statut d'objet rien. En tant que cause du désir, il ne constitue pas une absence stérile, mais une ressource structurante. Il permet à l'être homme ou femme, devenu sujet, de construire une position féminine à la sortie d'une psychanalyse, en acceptant de s'appuyer sur ce rien plutôt que de tenter de le combler, évidemment toujours de manière imaginaire. Ainsi, le féminin peut être compris comme une manière d'exister à partir et avec le manque, où le rien devient moteur du désir et d'une construction subjective. Donc, comme je le disais plus tôt, le féminin n'est pas féminité. Fernando de Amorim affirme ceci, le féminin passe toujours par le grand autre et la féminité par le petit autre masculin. Donc, ça avait déjà été cité par Monsieur Le Gouy tout à l'heure. La féminité se caractérise par les artifices, et je cite l'ensemble de ces caractères. Le féminin a fonction d'armure, sorte d'acceptation des femmes de jouer le jeu du semblant en donnant ce que l'autre attend d'elle. Je poursuis avec une autre citation de Fernando de Amorim. Les femmes, les vraies, ne se posent pas cette question. Elles sont féminines. Elles vivent dans cette sainte ignorance de leur condition d'être féminin. Il n'y a pas de question sur leur condition féminine, il y a apaisement. Elles ne cherchent pas à poser la question et ne se cassent pas la tête à trouver de réponse, puisqu'il n'y a pas, pour elles, question. Elles le sont. Fin de citation. Cette position du féminin s'oppose donc radicalement à ce qui est nommé la féminité, qui relève de la scène imaginaire. Elle correspond à une mise en représentation, un mode de réponse au regard de l'autre. Elle suppose une dimension de performance et de mascarade. Le féminin, à l'inverse, ne dénie ou ne voile pas le manque. Là où la féminité met en scène une forme d'avoir, donc avoir le phallus, avoir l'objet, avoir le regard, le féminin renonce à cette logique. Il s'agit d'un mode d'être qui s'autorise du patou et qui trouve dans cette ouverture la possibilité d'un rapport autre au désir. C'est dans cet écart entre le féminin et la féminité que la figure du travesti prend tout son intérêt. L'homme qui se travestit ne semble pas imiter simplement la femme. Il met en image la féminité dans un geste qui relève avant tout du registre de l'imaginaire. La féminité en tant que mascarade
ne relève pas du champ du symbolique, mais d'un jeu d'images, d'un montage de signifiants visuels et corporels. Dans le travestissement, serait-elle une mise en scène imaginaire qui cherche à donner forme, à figurer ce qui, du féminin, donc du manque, échappe à la représentation? Au cœur de cette clinique, l'être se montre comme image de la féminité, comme si à travers le maquillage, les gestes, la voix, il tentait de donner corps à un manque. Joanne Rivière, dans son article La féminité comme mascarade, avait évoqué ce mouvement. Certaines femmes, après avoir occupé une position de savoir, rejouent une féminité stéréotypée afin de se protéger de l'angoisse de castration. La féminité apparaît alors comme un voile imaginaire destiné à masquer l'absence du phallus, c'est-à-dire à couvrir le rien. En ce qui concerne la clinique du travestissement, il ne serait plus question dans la mascarade de dissimuler le manque, mais plutôt de l'exhiber sous la forme d'une image, une tentative de mise en scène de ce qui, dans le féminin, demeure irreprésentable pour lui. La mascarade travestie, dans cette perspective, pourrait être lue comme un montage imaginaire qui viserait à incarner un impossible, à rendre visible dans le champ de l'image ce qui ne peut se dire. L'être qui rejoue la féminité ne chercherait pas à être la femme, mais à donner forme à une absence, à mettre en scène le manque. Lacan nous enseigne dans le cas du travestissement que, je cite, « sur le voile se peint l'absence », mais aussi que le voile occupe la fonction de substitut phallique. À propos de l'image, Amorim nous dit d'ailleurs ceci: « Le masculin comme la féminité jouissent de l'image du partenaire, voire de l'image tout court. » Pour terminer sur la question du féminin, à la sortie d'une psychanalyse, pour revenir sur le féminin, Fernando de Amorim faisait référence à la formule lacanienne, donc la femme n'existe pas, et il ajoute « la femme n'existe pas plus que l'homme d'ailleurs. Pour exister, l'étang se doit de se distinguer. Si possible, et cela n'est pas donné à tout le monde, il deviendra même, qui sait, sujet. Jusqu'à présent, sujet se vérifie quand l'être sort de sa psychanalyse, et sortir d'une psychanalyse est moins pénible qu'une élucubration. Ce moment n'est pas de l'ordre du désespoir, mais d'un dégagement de l'aliénation et d'un engagement avec la castration. Il suppose de consentir à ce que la vérité ne se totalise pas, à ce que le savoir rencontre une limite, à ce que le désir ne vise aucun objet définitif. Le féminin devient alors une forme d'éthique, celle d'un rapport au réel qui ne cherche plus à colmater la béance, mais à s'en servir comme point d'appui. Le féminin n'est donc pas une essence, ni une catégorie stable, c'est une position subjective qui consiste à faire avec le rien plutôt qu'à le dénier. Là où la féminité tente de le dissimuler sous la mascarade du semblant, le féminin s'en autorise comme point de départ. Ainsi, le rien peut être compris comme un opérateur de subjectivation. C'est à partir de ce rien que se déploie le désir, que s'invente le style de l'être devenu sujet, que se fonde toute création. Apprendre à construire à partir du rien, c'est peut-être cela, au terme d'une psychanalyse, la véritable épreuve du féminin. Accepter de n'être pas tout et de vivre depuis ce lieu ouvert où rien ne garantit, mais où il y a du possible. Le féminin n'est pas un attribut ni une identité, mais une position, une manière d'habiter le langage, en acceptant de n'y être jamais pleinement représenté. Cette part non représentée pourrait alors devenir l'occasion de l'inventer symboliquement. Fernando de Amorim dit à propos de la sortie de psychanalyse, ces mots que j'ai trouvés touchants, donc je le cite: « Après la sortie de psychanalyse, la manière d'agir, la façon d'agir, l'autre définition d'un fait est castrée, ce qui signifie que l'être occupe une position à taille humaine, la sienne. » Pour terminer, un mot sur ce titre choisi difficilement, faisant référence évidemment à l'objet rien, théorisé par Fernando de Amorim, ce rien à partir duquel l'être construit, ce rien qui fait naître le désir,
mais rien fait également référence à ma propre difficulté à nommer cette intervention. Le féminin, que dire à ce propos quand justement la difficulté semble être qu'il est indicible? Ce titre fut alors proposé sans aucune inspiration sur le moment, puis il a fallu assumer. Cette petite expérience quelque peu angoissante, je dois vous l'avouer, révèle bien ce que le rien provoque chez le moi. Et à partir de ce rien, il m'a fallu construire un écrit, cet écrit en l'occurrence, exercice bien compliqué pour ma part, de tout ce qui est écriture. Mais heureusement, je peux dire que la psychanalyse personnelle fait naître un peu d'espoir. Merci.